Bonjour, alors voilà, j'ai trouvé cette image sur le net, une affiche pour le Japanese Art Festival. Je trouvais cette affiche assez intéressante, très simple, mais qui va nous permettre de voir plusieurs techniques. Voilà, donc on va partir sur une image qui va être ressemblante. On va arriver à peu près à ça. Je vous montre le résultat ici. Voilà, on va partir sur un flyer, donc on partira sur un format de 10-15. On va travailler ça à 300 dpi. Et on va apprendre donc à détourer, notamment un arbre par exemple avec, des branchages, pour pouvoir comme ça avoir la souplesse après de le mettre en couleur si on le souhaite. Et puis nous allons aussi apprendre à réaliser ce petit idéogramme. Voilà, je vous le montre ici. Donc on le fera sous une forme un petit peu comme ça, un petit peu abîmée, un petit peu trash, hein, et on va voir donc la création de pinceaux avec des textures, et puis aussi surtout, si vous n'êtes pas à l'aise à faire un tracé directement avec le souris ou le pinceau, je vous apprendrai à créer des tracés vectoriels qui vont servir de support à votre outil, alors quel que soit l'outil d'ailleurs, un pinceau, une gomme, voilà. On va commencer par créer le document, donc on va aller dans menu fichier, on va faire nouveau document. On va partir sur un petit format, hein, donc on va choisir de se mettre en 10 centimètres. On va choisir 10 centimètres sur 15 centimètres. À 300 dpi, on est bien à pixels par pouce, faites bien attention à ça. Et on va se mettre en couleur CMJN. On crée le document. Voilà, je vais le centrer sur ma page ici. Et on va commencer dans un premier temps à faire la mise en page de base, hein, en mettant la grande lettre A. Donc on va cliquer avec l'outil texte. On va choisir la lettre A. Donc on va faire pomme A ou CTRL A pour tout sélectionner. On va faire venir la palette texte en faisant CTRL T et on va choisir sa typographie. Moi j'ai choisi un Helvetic Haneuil en bold, hein. Vous pouvez choisir une typographie à peu près similaire, hein, c'est pour l'exercice. Donc je vais agrandir mon texte directement en faisant CTRL T. On va à peu près agrandir sa typo de cette manière-là. Voilà, on va la positionner. Je valide. Pour l'instant, la couleur, c'est pas beaucoup d'importance. On va commencer aussi à écrire le texte. Voilà, ici. On va mettre en majuscule Japanese Art Festival. On va faire 2 retours à la ligne. 2 journées d'activité. Culturel autour du Japon. 17 juin au 19 juin 2020. On va faire pour l'instant 2 retours à la ligne. Et on va mettre l'adresse. Voilà. Pour l'instant, on a fait cette petite mise en page, hein. Alors je l'ai écrit sur un seul pavé textuel, hein, un seul calque. Et ici, on va travailler un peu la typo. Je vais mettre une typo assez réduite pour que ce soit élégant. Alors bon, on simule, hein. On n'est pas, voilà. Mais par rapport à l'image d'origine, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était beaucoup plus élégant parce que c'était sur un grand format. Là, on est sur un flyer, donc il ne faut pas non plus avoir de la typographie trop petite pour être lisible. Donc je vais travailler ça plutôt avec un corps ici de 8, ça me semble être le minimum, hein, vraiment le minimum. On est sur une typographie un peu grasse, donc ça sera relativement lisible. Voilà. On va rester pour l'instant comme ça. Et je vais enregistrer mon travail pour ne pas perdre les données si je fais une erreur. Je vais appeler ça affiche Japon. Et je vais le mettre sur mon bureau. Et en format Photoshop pour garder les calques.
Donc maintenant, je vais m'attaquer à l'arbre. Donc je vais aller faire fichier ouvrir et je vais aller chercher un arbre. Alors je vous en ai mis plusieurs dans le répertoire. Hein, ici, je vais partir sur celui-ci. Voilà. Alors j'ai choisi cette photographie puisque c'est ce qu'on veut, hein, au niveau des branchages. On a pris un arbre sans feuilles, ça aurait pu être très bien un arbre avec des feuilles, on veut juste simplement en fait une silhouette. Voilà. Alors ça fait partie un peu des détourages un petit peu complexes, hein, puisqu'on voit qu'effectivement il y a énormément de branchages, et on va pas le faire à la main et manuellement comme ça, branche par branche. Donc on a des techniques automatiques. Alors bien sûr, il y a des outils qu'on verra peut-être prochainement, mais qui sont les outils automatiques qui fonctionnent dans une configuration bien particulière. Voilà. Là, dès qu'on touche un petit peu ce type d'image, branchage, cheveux, tout ça, on va utiliser le principe des couches. Donc, on va analyser ça. Vous avez dans la palette ici une palette qui s'appelle la palette couche. Si vous l'avez pas à l'écran, vous pouvez la faire venir ici. D'accord? Donc on avait déjà vu un petit peu à quoi servaient les couches, hein. C'est les couches qui composent la chromie de mon image. Ici, je suis sur une image RVB, donc on a une image composite, et qui en a ici les 4 couches, qui sont des images en niveau de gris, et qui permettent de donner les informations colorimétriques en rouge, vert, bleu, qui va me donner au final une image colorée, voilà, qui est l'image RVB, la composite. En fait, on a vu aussi dans un exercice précédent que finalement les couches me permet ici de sélectionner en fait une sélection, de la mémoriser sous forme d'une couche alpha. Voilà. Donc en fait, potentiellement, toutes ces couches qui sont existantes et qui déterminent la couleur de la chromie de mon image, ce sont aussi des couches alpha si on le souhaite. Alors par exemple, je vais en créer une. Alors je vais aller voir en fait ici ce qui me paraît être l'image la plus contrastée possible, hein, et au niveau du détail aussi de mes branches. Donc là, je pense que c'est le bleu. Donc je vais prendre la couche bleue et je vais la dupliquer ici en la faisant glisser. Donc vous voyez que cette couche s'appelle maintenant bleu copie. C'est une couche alpha qui n'intervient pas dans la chromie de mon image ici. Donc je peux renommer et je vais l'appeler arbre. Hein. Ce sont les couches que l'on peut renommer, les couches alpha. Donc potentiellement, tout ceci est une sélection. Voilà. Donc le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à une image où je vais avoir du noir ici et du blanc parfait ici. Alors pour cela, on va se faire aider d'une palette qui est la palette information et qui va me permettre, quand je glisse ma souris dessus, vous la voyez, elle est ici, voilà, on a les informations et les valeurs des pixels sur lesquels je me balade. Alors vous voyez que ce qui peut paraître blanc, en fait, c'est un noir ici à 7% à peu près. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être d'arriver à avoir ici un blanc à 0%, un blanc pur, d'accord? Ici, je vais me balader un petit peu sur les branchages et je m'aperçois que le branchage, ben, c'est souvent du noir à 90%, voilà. Donc là, le but du jeu, ça sera d'arriver à un noir à 100% pour avoir une vraie silhouette et puis qu'on va pouvoir aussi copier sous forme d'une couche et après d'un masque d'opacité. Voilà. Donc pour cela, je vais rester ici et je vais aller dans les niveaux. Donc je vais faire image, réglage. Alors on va voir un premier réglage qui est le réglage des niveaux. Alors on va essayer de comprendre déjà à quoi correspond un petit peu cette palette niveau. Cette palette niveau me permet de contraster ou d'atténuer une image, la colorimétrie. Voilà, donc elle est représentée par un histogramme ici, qui est la représentation graphique de la répartition et des valeurs des pixels sur mon image. Donc ici on est sur une image en niveau de gris, puisque je vous rappelle qu'on est sur une couche alpha. On a ici le triangle blanc correspond en fait au pixel le plus clair que peut avoir une image, c'est-à-dire le blanc. Et ce blanc, il s'appelle 255 sur une image 8 bits. Et le pixel le plus foncé que peut avoir une image, qui est représenté par ce triangle ici noir, c'est-à-dire le noir, il s'appelle 0, c'est-à-dire en gros le pixel qui est éteint. Voilà. On retrouve ici le triangle noir ici pour la valeur la plus foncée, et ici encore ici le triangle clair. Ici, ça me permet de représenter à peu près les valeurs et le nombre de pixels qu'il y a et la répartition sur mon image. Par exemple, on voit qu'il y a assez peu finalement de pixels très clairs, c'est-à-dire blanc parfaitement. Voilà. On a ici un pic de noir, on peut le voir ici sur la petite ligne verticale, et on a ici des valeurs, beaucoup de valeurs, dans les valeurs très claires en fait, hein, puisqu'on est plutôt dans des grilles à 10-15%. En fait, on pourrait aussi se représenter cet histogramme par ici le 255, la valeur 255, ça peut être aussi du 0% de noir. Et ici, du 100% de noir. Donc, si cette échelle-là, elle va de 0 à 100%,
On voit qu'ici, on est environ dans les 10% de gris. Et en fait, ça représente toute cette valeur ici. Voilà. Alors, si on a fait venir la palette information, on peut voir, en se baladant avec la pipette, les valeurs des pixels. Vous voyez qu'ici, j'ai les pixels à 13, 14, 15%. Ce qui correspond probablement à cette partie-là ici. Voilà. On a une deuxième partie qui est la partie ici à droite, qui sont des pipettes. Les pipettes blanches et la pipette noire me permettra de définir moi-même quelle sera la valeur du pixel le plus foncé et quelle sera la valeur du pixel le plus clair de mon image. Et on a une troisième partie ici qui est l'atténuation. Voilà. Alors là, regardez, je vais faire des réglages. Vous voyez qu'ici, si je déplace mon pixel ici, on voit que j'ai tendance ici à éclairer, on va dire contraster mon image dans les valeurs claires, ce qui correspond en fait en déplaçant mon petit triangle, de dire que le pixel qui s'appelle ici 195, et ben va s'appeler 255. Voilà. Donc tout cet ensemble de pixels ici va devenir en fait blanc. Si je déplace ici la partie gauche, je vois que je déplace sur le pixel qui s'appelle 100, le pixel ici s'appelant 0, tous les pixels compris entre 0 et 100, toute cette zone-là, va devenir en fait 0. Voilà, ils vont devenir noirs. Donc vous voyez qu'en faisant cette manière-là, je peux contraster une image, soit dans les valeurs foncées ici, soit dans les valeurs claires, ou les deux. Si j'interviens sur la partie centrale, on appelle ça creuser une image, je vais contraster uniquement sans toucher les valeurs extrêmes. Voilà, uniquement sur les valeurs médium. De la même manière, sur la partie basse, je vais pouvoir déplacer ici les pixels. On a ici le pixel qui s'appelle 73. Donc tous les pixels qui étaient compris entre 0 et 73, toute cette zone-là, c'est-à-dire celle-ci en fait, va s'appeler maintenant 73. Donc je vais plutôt avoir tendance à griser des valeurs foncées. Voilà. Et de la même manière, ici, je vais atténuer les valeurs claires. C'est-à-dire que tous les pixels qui étaient compris entre 176 ici et 255, la valeur du blanc, eh ben, vont s'appeler 176. Vous voyez. Donc ici, j'ai tendance à atténuer une image dans les valeurs claires et foncées. Ici, j'ai contraste une image dans les valeurs claires et foncées. Rien ne vous empêche de pouvoir contraster une image dans les valeurs foncées et de l'atténuer dans les valeurs claires. Ça me donne ce type d'image. Dans ce cas présent, moi ce que je veux, c'est un noir et un blanc parfait pour avoir vraiment une silhouette et un détourage un petit peu très précis. Donc je vais, dans un premier temps, venir intervenir ici. Je vais déterminer moi-même quelles seront les valeurs du pixel le plus clair et les valeurs du pixel le plus foncé. Je vais donc cliquer 2 fois sur la pipette blanche et bien vérifier que je sois en mode RVB, c'est-à-dire la synthèse additive, 255, 255, 255 comme valeur, ce qui correspond au pixel éclairé au maximum, c'est-à-dire le blanc. Je peux vérifier aussi d'être bien aussi ici à 0, 0, 0. De la même manière, je vais vérifier de vouloir avoir ici un pixel bien éteint, le noir parfait, en mettant 0, 0, 0, ou ici du noir à 100%. Et je valide. À présent, je vais déterminer où sera le pixel le plus clair de mon image et la valeur que j'ai déterminée ici, c'est-à-dire le blanc. Alors on va avoir besoin de la palette ici, information, avec ces deux petites colonnes, je vais prendre ma pipette blanche ici et la déplacer. Vous voyez qu'ici j'ai un noir à 10%, si je clique à présent, hop, il passe à 0%. Vous voyez que je déplace ici ma souris, je vois que j'ai un 4% de noir, je clique et maintenant j'ai du blanc à 0%. Voilà. Ici, voilà. Donc là, ça me permet de déterminer ici les vraies valeurs que j'ai déterminées en préalable ici. Le blanc, et voilà, de déplacer et de cliquer. Voilà, maintenant je suis sûr en vérifiant que j'ai ici, hop, voilà, par exemple, du blanc à 0%. Voilà. Une fois que j'ai fait le blanc, je vais passer au noir, donc je prends ma pipette noire, je vous rappelle que j'ai déjà déterminé la valeur, qui était à 100% de noir. Je vais me balader ici, voilà, hop, on se promène, et on voit qu'on a des gris à 90%, donc je clique, et mon gris qui était à 88%, et ben il passe à 100%. Voilà. Je peux le faire à plusieurs endroits, mais ça va jouer sur l'ensemble de ma sélection, puisque j'ai pas de sélection apparente à l'écran, donc il va faire sur l'ensemble de l'image. Après, on peut le faire aussi manuellement. Et donc là, j'ai bien restitué un petit peu les détails de mes branchages, ce que je souhaite. Une fois que c'est fait,
je valide. Donc maintenant, j'ai bien une image qui est parfaitement contrastée sur une couche alpha, donc je ne suis pas intervenu sur mon image, sur la chromie, uniquement sur ma couche alpha. Je vais récupérer cette sélection, donc je vais faire CTRL ou commande-clic directement sur mon calque, enfin sur ma couche alpha arbre. Je vois que la sélection qui correspond en fait au blanc, c'est l'inverse de ce que je souhaite, puisque moi je veux récupérer uniquement l'arbre. Je vais intervertir cette sélection, donc ici vous allez faire intervertir. On voit que le raccourci clavier c'est Pomme Shift I ou Command Shift I sur un Mac, Ctrl Shift I sur un PC. Donc vous voyez que maintenant la sélection ne correspond qu'au noir. Je reviens ici sur mon image globale, d'accord. Je vérifie bien sur le calque sur lequel je suis. Je vais faire Pomme C, donc copier, Ctrl C sur un PC. Je vais venir ici sur mon image. Je me positionne au-dessus de ma typo et je vais faire Ctrl V et je colle ici mon arbre. Alors vous voyez qu'ici, j'ai l'arbre qui correspond à ma sélection que j'ai déterminée dans ma couche alpha, mais aussi à la valeur des pixels de mon arbre. C'est-à-dire que j'avais vraiment la photo, puisque c'est ce que j'ai copié. Donc je retrouve des nuances. Alors, cette nuance-là, si je les souhaite, je les garde. Si je souhaite avoir un noir parfait, ce que je veux en fait, eh ben, je vais faire un remplissage automatique. Alors regardez, je vais déterminer déjà la couleur que je souhaite remplir. Je vais cliquer ici et je vais remplir cette couleur avec 100% de magenta, 100% de noir. Ce qui correspond en fait à un noir parfait, mais je vais le durcir un petit peu avec un peu de magenta, enfin même beaucoup de magenta. On appelle ça un soutien de noir pour que mon noir soit beaucoup plus dense et beaucoup plus agréable et sur la fiche. Donc je valide, j'ai choisi ma couleur et maintenant je vais faire édition, remplir. Je vais remplir donc avec ma couleur de premier plan, celle que je viens de terminer à l'instant, mais je vais cocher ici conserver les zones transparentes. En fait, il va me remplir de noir tous les pixels, même ceux qui ont d'autres valeurs, et vous allez voir que je vais avoir tendance à récupérer aussi du détail, puisqu'on avait un petit peu de transparence à des endroits. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon arbre qui a beaucoup plus de branchages. Je vais le déplacer. Je vais faire CTRL T, commande T pour le repositionner. Alors, je vais un petit peu l'agrandir comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Alors, c'est jamais très conseillé d'agrandir dans Photoshop des images pixelisées. Bon, là, pour l'exercice, on le fait. Si je suis obligé de l'agrandir, c'est parce que les images ne sont pas en haute définition. Mon image d'arbre au départ. Je vais maintenant passer la typo ici en blanc. Et je vais me servir de la typo pour faire un masque d'écrêtage. Je positionne ma souris entre les deux ici, entre les deux calques. Je vais appuyer sur la touche Alt et je vais cliquer en même temps pour faire ici voilà, un masque d'écrêtage. Donc je vais maintenant nommer mon calque, arbre. À vous de voir pour le positionner comme vous le souhaitez. Voilà. Et on a fini cette première partie. Donc à présent, nous allons nous attaquer à l'idéogramme. Alors je vous rappelle le petit symbole que nous allons faire ici. On va le travailler en beaucoup plus grand puisqu'après on pourra le réduire. Et ça nous permettra de travailler un petit peu, de gérer des effets de texture avec les pinceaux. Donc je ferme ce fichier. Nous allons créer un nouveau fichier. On va prendre un fichier qui va faire 10 cm sur 10 à 300 dpi en mode CMJN en 8 bits. Alors, je vais zoomer un petit peu sur l'image. On va importer ce fichier qui va nous servir de modèle. On va faire fichier, importer et incorporer, et on va aller chercher ce petit fichier là qui correspond à l'idéogramme de l'arbre en japonais, si je ne me suis pas trompé, bien entendu. Voilà, donc ce fichier là est ici. On va lui mettre une transparence très faible pour servir de modèle en fond. Voilà. Et on va verrouiller ce fichier, ce calque, pardon. On va le verrouiller, comme ça on n'a plus besoin de le toucher ni dans le déplacement, ni on ne pourra peindre dessus. Voilà. On va créer ici un nouveau calque. On va l'appeler idéogramme.
et on va se créer son premier pinceau. On va aller chercher ici un pinceau. On en a la partie spécification ici, différents pinceaux. On va prendre celui de base, hein, la rondinette. Voilà. On va choisir ici une taille, d'accord? Et on va regarder un petit peu la taille au niveau de l'épaisseur ici de son pinceau pour être à peu près cohérent en termes d'épaisseur. Voilà. On va lui choisir de lui mettre un biseautage. Alors vous voyez qu'on peut écraser ici le pinceau et on peut choisir ici une inclinaison. Voilà. Je vais un petit peu encore l'agrandir. Voilà, on va rester dans cette taille à peu près de 125 pixels. Alors je vous rappelle que la taille ici était signifiée en pixels, hein, ça veut dire que 125 pixels sur un fichier haute def c'est pas énorme, 125 pixels sur un fichier à 72 dpi en basse résolution c'est un très gros pinceau. Donc la taille des pinceaux varie en fait en fonction de votre résolution à laquelle vous travaillez. Voilà. On a la dureté ça correspond en fait au flou. On peut voir qu'ici on a un contour qui est net. Si je souhaite une dureté à 0, vous voyez qu'on a un contour qui est beaucoup plus flou. Dans ce cas-là, on va lui mettre une dureté à 100. Si on veut des réglages un peu plus puissants, et puis on va voir qu'il va y en avoir d'autres, on a cette petite valisette ici, on va cliquer dessus, voilà, et on a les paramètres de forme qui apparaissent. Ici, dans le premier onglet, forme de la pointe, hein, on retrouve les formes que vous sont proposées dans Photoshop, on retrouve la taille, on retrouve l'inclinaison, ici l'écrasement, d'accord, on retrouve la dureté, et on retrouve le pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une forme de pinceau dans Photoshop, c'est au départ une forme, ici un cercle, d'accord? Et ce cercle, en fait, on va le dupliquer au moment où on va tracer avec son stylet ou sa souris, et il va être proche l'un de l'autre. On appelle ça le pas. Si par exemple j'ai un pas important, comme ici, d'accord? Ça me permet par exemple de faire des pointillés le long de mon tracé. Si j'ai un pas qui est très réduit, je vais avoir ici quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein, si j'ai un pas un petit peu intermédiaire, on va commencer à voir, voyez, les tracés qui se superposent les uns aux autres. Donc là, je vous conseille de mettre un pas assez fin, d'accord? Ici, donc j'efface mes fichiers et je reprends ici ma pointe initiale. Donc je retrouve mon épaisseur. Je ne sais plus combien j'avais mis, on va mettre celle-ci. Un écrasement, ce qui me permettra en fait d'avoir des pleins et des déliés, d'accord? Peut-être un peu trop important. Voilà. Donc j'ai mis 114 pixels à peu près d'épaisseur. De toute façon, au fur et à mesure de son tracé, on va pouvoir le faire varier, hein, comme on le souhaite. Alors, ceux qui ont une palette graphique et qui sont à l'aise, ils peuvent le faire, bien entendu, d'une manière immédiate, indirectement, avec le tracé, et à ce moment-là, je peux très bien, par exemple, changer l'inclinaison si je dois faire des choses comme ça. Mais vous voyez que j'arrive à avoir quelque chose de constant au niveau du tracé. Alors, ceux qui ont une palette graphique peuvent jouer sur la dynamique de la forme. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui va contrôler, ici, la variation de la taille? La variation de la taille se joue ici, la pression de la plume. Si par maintenant j'appuie beaucoup et que je lâche ma souris, je vais avoir un trait plus fin. Donc on va pas voir tous les réglages qu'il y en a énormément, il y en a deux qu'on utilise énormément, c'est la dynamique de la forme et le transfert. Le transfert, c'est une variation de l'opacité. Qu'est-ce qui va gérer la variation de l'opacité? C'est la pression de la plume dans ce cas-là. Par exemple ici, si j'appuie très peu, vous voyez que j'ai quelque chose de très transparent. Si j'appuie un peu plus fort, un peu moins. Et si j'appuie très fort, j'ai ma couleur à 100%. Ça, ce sont les deux réglages qu'on utilise le plus souvent. D'accord? On peut les marier ensemble ou non. Voilà. Ensuite, on a un réglage qu'on va utiliser qui sera la forme double. La forme double me permettra de pouvoir, par exemple, associer une texture avec un pinceau. Donc en fait, ce sont des doubles formes de pinceau. On a cette forme initiale ici, qu'on a choisie au départ, et on lui rajoute une autre forme de pinceau ici. Alors on va pouvoir faire intervenir par rapport à la taille, par rapport au pas, par rapport à la diffusion, et on va avoir des réglages, vous voyez, qui vont être différents et des effets qui vont être très différents. Voilà. Donc on va y revenir, donc je vais effacer ici les pinceaux et on va maintenant régler proprement son pinceau. Donc je reviens à l'état initial au départ, je reviens ici, forme de la pointe, je recrée ici mon pinceau, voilà.
près entre 100 et 120, quoi, vous mettez ici. On va lui choisir ici de mettre une forme double. Alors on va essayer de trouver quelque chose avec un petit peu de texture. Alors, vous voyez ce que vous avez de disponible, ouais, ça me semble intéressant. Vous voyez, mais il y en a trop, donc peut-être que il va falloir jouer sur la diffusion. Alors à chaque fois, vous essayez sur votre calque, hein. Peut-être, voilà, on a ici un côté, un peu trash qui se dessine, qui est pas inintéressant, voilà. Alors on va le laisser comme ça, ouais, pour l'instant. Voilà, j'ai fait l'essai, donc je supprime en faisant CTRL A et CTRL X pour couper tout ce que j'ai dessiné. On est sur un calque bien propre, voilà. Si ce pinceau avec ce réglage que je viens de faire, je veux le mémoriser, il faut m'en servir plus tard pour pas le perdre. Je peux très bien ici, par la petite croix en bas à droite de la palette, enregistrer, voilà, ce réglage. D'accord? Donc je vais l'appeler par exemple pinceau idéogramme, voilà, pour pas me perdre. Et en règle générale, c'est le dernier qu'on a utilisé. Alors là, il s'est enregistré, je sais plus, voilà, ici. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes à l'aise, soit vous dessinez directement dessus, mais moi je vais vous montrer une technique pour faire des choses plus précisément et puis de pouvoir comme ça répéter votre geste de la même manière au même endroit. Voilà. C'est beaucoup plus pratique, même moi qui ai l'habitude sur la palette graphique, je peux pas forcément des fois dessiner du premier coup. Donc on va utiliser la technique avec les tracés. On va faire venir la palette tracée. Si vous ne l'avez pas, vous la faites venir ici, palette tracée. Voilà. Elle se trouve en général associée à la palette calque et couche. Et on va voir cette technique qui est les tracés vectoriels qui vont me servir de support pour des outils. On va choisir ici l'outil plume. Et vous avez dans l'outil plume des spécifications ici. Donc on avait déjà vu ça. On pouvait créer très bien une forme. Donc c'est un calque de forme vectorielle, qui apparaît donc dans la palette calque. Mais on a le mode tracé, qui est en fait la création de tracés vectoriels qui n'ont pas de valeur de fond de couleur. Ils n'existent que dans cette palette tracée. Ils me permettent de pouvoir convertir un tracé en sélection. Ils me permettent aussi de servir de support à un outil. Et là, je vais tracer ici, par exemple, un tracé vectoriel avec le mouvement. Donc, si vous avez travaillé un petit peu dans Illustrator, vous connaissez déjà cet outil-là, puisque c'est l'outil vectoriel. On crée des points d'ancrage, on fait glisser, on détermine des vecteurs et donc des directions qui va me permettre ici de faire un segment de droite. On va ici cliquer à côté pour le désélectionner et commencer notre tracé en partant par exemple d'ici et en allant ici. Là, je vais faire d'autres tracés avec des courbes. Alors, j'ai une petite technique, mais vous allez comprendre pour tout à l'heure. On va prendre ici, en partant de l'endroit le plus épais, c'est-à-dire ici, pour venir ici. Ça va me donner un sens à mon tracé qui va servir de support. Comme ça, mon pinceau tout à l'heure, vous verrez, il partira d'ici pour aller vers ici, et donc de pouvoir le faire partir d'un endroit qui est beaucoup plus épais à un endroit plus fin. Et là, à l'inverse, je vais partir du bas et je vais aller vers le haut. Vous voyez, c'est pas très précis à cet endroit-là, ce n'est pas grave puisque de toute façon, tous les éléments vont se croiser. Donc là, j'ai déterminé un tracé vectoriel de travail qui est constitué de plein de petits tracés. Je peux mémoriser ce tracé. Je vais l'appeler idéogramme. Arbre. Donc je le peux retrouver et on pourrait avoir plusieurs tracés de ce type-là. On a son pinceau, on a sélectionné une couleur, donc là pour l'instant le noir, j'ai ma texture, et ben maintenant je vais avec l'outil de sélection ici, flèche noire, je vais sélectionner mon tracé qui m'intéresse et qui va servir de support à mon pinceau. Donc je sélectionne mon tracé, je vais venir dans la palette tracé ici à droite et je vais faire contour de la portion de tracé. Ça va m'ouvrir cette petite fenêtre qui va me donner la possibilité de choisir l'outil que je souhaite utiliser pour le support de ce tracé. Alors là, je vais choisir, regardez, la forme, puisque c'est celui que je viens de régler. On va valider. Et que je trouve un tracé qui arrive exactement au même endroit. Alors vous voyez que l'effet trash, il est peut-être trop important, donc je définis pas assez
mon pinceau, je peux le faire de multiples fois. Voilà, pour arriver à cet effet-là. Si maintenant, par exemple, je veux venir ici, je fais de la même manière, contour du tracé. Si je change le réglage de mon outil, par exemple, là, je souhaiterais l'augmenter légèrement. Voilà. Je vais ici, je choisis une taille un peu supérieure. Je peux même changer, si je le souhaite, l'angle, et je peux refaire contour de la portion du tracé, et mon outil va suivre le tracé. Vous voyez? Je peux le faire une fois, plusieurs fois. Maintenant, je vais utiliser celui-ci. Alors là, on va travailler différemment. Si je travaille ici, et que je lui applique pareil le même pinceau, je vais avoir une épaisseur qui est relativement constante. C'est ce que j'ai ici. Moi, j'aimerais avoir un départ qui est épais, puis ça aille beaucoup plus fin. Donc, je vais prendre déjà un outil, mon pinceau, et je vais travailler la forme de la pointe pour que déjà l'axe corresponde à peu près à celui-ci. Voilà. Je vais prendre une épaisseur beaucoup plus large, puisque dès le départ, je suis comme ça. Voilà. Alors, je peux vérifier, hein, je peux faire comme ça. Et je vais aller dans les réglages ici, dynamique de la forme, et je vais lui dire ici, ça c'est une petite astuce, pour que mon outil parte d'une valeur épaisse, celle que j'ai définie au départ, et aille sur un endroit fin. Alors ça peut vous servir d'ailleurs pour des fois faire des cheveux, des choses comme ça. On fait le fondu, ça me donne un effet, vous voyez que en fait le trait va commencer épais, il va terminer en pointe, suivant une certaine distance. Cette distance, elle n'a pas de valeur, c'est-à-dire qu'elle est en fonction de la taille de votre pinceau. Donc en fait, on va par exemple faire 300, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que j'ai une certaine longueur. Alors on peut faire un premier essai, on fait ça, et hop, et vous voyez que ça se termine en pointe. Voilà. Donc si je trouve que c'est un petit peu trop grand comme valeur, je mets 250. Voilà. On peut faire un essai, et hop, ça se termine en pointe. Et je vais venir ici, donc je sélectionne mon tracé avec l'outil virtuel comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai mon pinceau qui est réglé, et je vais faire ici, contourne la portion de tracé, et je valide. Voilà. Donc là encore, je peux refaire une deuxième fois, pour remplir un petit peu avec un peu plus avec du noir. Ok. Donc l'intérêt, c'est pour ça qu'il fallait faire attention au départ de commencer son tracé ici pour le terminer ici pour que la pointe se fasse ici. En fait, c'est vraiment le premier point d'ancrage qui va déterminer l'épaisseur la plus grande de votre tracé. Je vais maintenant revenir ici, sélectionner ce tracé-là. Je vais prendre un pinceau, toujours pareil, le même, mais je vais peut-être travailler avec une pointe un peu moins grosse, comme ça. Donc je vérifie à peu près la longueur de mon tracé. Du coup, je vais être obligé d'augmenter un petit peu mon fondu. Je vais le mettre à 330. On va voir. Voilà, on n'est pas trop mal. Et ici, je vais lui faire contour de la portion de tracé. Et je valide. Donc, si c'est pas assez long, CTRL Z, j'augmente à 360, 350. À peu près, hein. Voilà. Je le refais une deuxième fois. Voilà, on a fait son idéogramme avec un petit peu le côté un petit peu trash, hein, que je trouvais intéressant graphiquement. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit un peu plus lisible, on va lui faire un encadré à ce petit idéogramme. Donc on va venir ici, on va créer un nouveau calque. Encadré, voilà. Et puis on va lui prendre par exemple un rectangle vecteur, un outil rectangle arrondi, d'accord. On va lui choisir une taille de rayon, alors on va voir 250 pixels. Je vais mettre ici, je vais faire un carré parfait, hein, avec des bords arrondis bien entendu, mais je le positionne à peu près comme ça. Voilà. Avec la flèche noire, je le déplace pour à peu près le centrer, ici. Et on va transformer ce tracé de travail en sélection. Donc je fais définir une sélection à partir de ce tracé vectoriel. Je lui mets un contour progressif de 0 pour que ce soit bien net, mais je fais un lissage. Donc vous voyez qu'il m'a converti en fait mon tracé vectoriel en rectangle de sélection. Voilà. Je reviens sur mes calques, je suis bien attention d'être sur le calque ici encadré, et je vais prendre
mon pinceau, que j'ai pris tout à l'heure, je vais lui mettre une forme de pointe ronde. Je vais garder aussi ce côté un peu trash que j'avais, voilà. Et puis je vais, comme ça, peindre pour avoir un petit peu de matière. Je vais faire un truc comme ça. Voilà, on est ici. Donc là, on ne voit plus mon idéogramme. Alors pour désélectionner, je vous rappelle, il y a une commande, c'est pomme D sur un Mac, CTRL D sur un PC, commande D pardon sur un Mac. Ici, et on va lui créer, donc on va essayer de positionner correctement. Donc pour le positionner correctement, on va essayer de voilà déplacer ici avec son petit déplacement pour bien le centrer dans mon image. Et on va revenir ici et on va lui créer un trou en fait. Donc soit je crée un masque, d'accord, soit je vais directement enlever puisque j'ai bien positionné mon idéogramme par rapport à mon rectangle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la sélection de l'idéogramme ici, regardez, on fait commande clic sur le calque idéogramme, donc j'ai la sélection qui apparaît à l'écran, je peux masquer celui-ci, je reste sur le calque ici encadré, et je fais supprimer pour enlever les pixels qui correspondent en fait à cette zone-là. Commande D pour enlever la sélection apparente à l'écran, voilà, et je peux maintenant, en masquant ici, vérifier que j'ai l'idéogramme avec le côté un peu trash que je souhaitais. Voilà. Si maintenant je veux lui mettre une couleur, je sélectionne une couleur, donc on va lui mettre ici un magenta 100 et un jaune 100. Je vais mettre cette couleur en premier plan, je vais faire édition, remplir, je vais choisir couleur de premier plan et conserver les zones transparentes pour remplir tous les pixels qui sont apparents sur ce calque par du rouge. Donc là, on a son idéogramme qui est fait avec le côté un petit peu trash. Il me suffit maintenant de faire pomme A, CTRL A, tout sélectionner, CTRL C, je reviens ici sur mon visuel du Japon et je vais coller mon idéogramme. Je vais le réduire, CTRL T, et le positionner. Alors quand on a fait comme ça une image un peu grande et qu'on l'a amené dans Photoshop sur un autre visuel où on a énormément réduit, forcément ici on est en basse résolution, hein, enfin peut-être 300 dpi mais sur un petit fichier, donc en zoomant effectivement on voit les pixels et on voit qu'aussi on a perdu un petit peu avec une espèce de flou. Hein, donc on peut renforcer cette image là, donc on va utiliser le filtre ici, renforcement, plus net, voilà. On le fait une fois, voire deux fois si on veut quelque chose de très net. Voilà. Donc là c'est un peu trop net, donc je le fais qu'une fois. Et on garde quand même ce petit côté un petit peu trash. Donc ici, je clique pour renommer mon fichier, enfin mon calque. Voilà, et nous avons terminé cette affiche. À vous après hein, de l'organiser un petit peu au niveau de mise en page comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a appris beaucoup de choses, hein, puisqu'on a vu pas mal de choses, le masque d'écrêtage, on a vu le détourage avec la notion de couche, hein, alors pour l'instant sur quelque chose qui est relativement simple, mais on verra dans d'autres tutoriaux comment aller plus loin. On a vu comment créer un pinceau, comment le mémoriser, et surtout comment j'irais passer, arriver à faire des petits effets un petit peu trash avec les pinceaux. Voilà. Ben, je vous remercie et à bientôt pour un prochain tutoriel.